amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo des dingues de jeu. Une vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisqu'on va parler de la chaîne des dingues, donc les 4 ans de la chaîne. Il y a 4 ans et 2 mois maintenant pour être exact. Ça fait 2 mois que je me dis qu'il faut que je fasse cette vidéo. Il y a 4 ans et 2 mois, c'était début juillet 2016, on crée la chaîne des dingues de jeu. Donc avec les copains et les enfants, on crée cette chaîne des dingues de jeu. Et ça fait un peu plus de 4 ans maintenant, on est plus de 4000 abonnés maintenant, donc c'est une belle performance. Donc on voulait utiliser un peu cette date anniversaire pour faire un point avec vous sur la chaîne, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on va, et puis partager un peu aussi notre expérience de youtubeur du wargame français. C'est vrai que le paysage a pas mal évolué au cours de ces 4 années, on était un peu seul. Il y a 4 ans, les choses commencent à se structurer un peu, donc ça fait plaisir. Et donc voilà, on va partager avec vous notre expérience. Sur ces dates anniversaires, c'est important de se rappeler d'où on vient pour essayer de comprendre où on va. Avant les dingues de jeu, il y avait surtout un projet avec les potes et avec mes fils. On passait en fait tous nos week-ends à faire des animations en boutique, en association ou en salon des fois, des animations autour de notre hobby, le wargame. Donc c'est un truc qu'on faisait de façon bénévole. Tous les week-ends, on se réunissait et on allait faire des animations. Donc on se déplaçait avec notre matériel, notre table de jeu, nos figurines, le matos, les dés, etc. pour faire des animations en boutique ou en asso ou en salon, comme je le disais. Et avec un constat parfois un peu difficile. On se rendait compte qu'on mobilisait beaucoup d'énergie pour parfois rencontrer 4-5 personnes dans la journée. C'était un constat un peu dur, et c'est vrai qu'en débriefant avec Angèle et Néo, l'idée était sortie d'une chaîne YouTube. Moi je ne connaissais pas YouTube à l'époque, et mes gars m'avaient dit tu sais papa, si on veut toucher des gens, à un moment il faudrait qu'on fasse une chaîne YouTube. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée, il y a un peu plus de 4 ans. Et moi je ne connaissais pas YouTube, j'avais jamais fait de vidéo, j'avais jamais fait de montage, donc tout ça c'était une grosse découverte, mais voilà, intéressant aussi de prendre l'expérience et l'expertise des jeunes. C'est comme ça qu'est née la chaîne il y a un peu plus de 4 ans, les dingues de jeu. Donc remontée d'informations de mes gars en disant si on veut toucher plus de monde et partager notre amour du hobby, finalement c'est peut-être une chaîne YouTube qu'il faut faire. Et depuis, on a passé pas mal de temps sur ce projet qui était à la base donc un projet familial. Moi c'est un truc que j'ai toujours aimé faire, passer du temps avec mes enfants, partager mon hobby. Je trouve que c'est quelque chose de fantastique à faire. Si vous avez des enfants, j'espère que vous le faites également, mais c'est un super projet. Donc voilà comment est née la chaîne des dingues de jeu. Donc ça c'était il y a un peu plus de 4 ans, et on l'a fait sans vraiment avoir d'objectif en termes d'abonnés, de vues, etc. Moi à l'époque je savais absolument pas à quoi m'attendre quand on a commencé ça. Et quand on s'est retrouvé à 50 abonnés, j'ai trouvé ça génial parce que je m'apercevais en plus qu'on pouvait avoir des interactions avec les gens, et 50 abonnés c'était juste extraordinaire parce que c'était l'équivalent d'une salle des fêtes, quoi. Quand on faisait des animations en boutique, on n'avait jamais l'occasion de rencontrer 50 personnes à chaque fois, donc ça a commencé comme ça et c'était top. Donc 50 abonnés, 100 abonnés. Quand on est arrivé à 1000 abonnés, c'était déjà presque une petite salle de concert. Donc, pour moi, c'était incroyable de voir qu'on pouvait toucher du monde comme ça. On est aujourd'hui un peu plus de 4000 sur la chaîne des dingues de jeu. Alors, c'est vrai qu'avec un peu de recul, d'un point de vue YouTube, c'est rien, hein, 4000 abonnés, c'est rien du tout. Mais en tout cas, pour nous et pour ce qu'on souhaitait faire de cette chaîne, et compte tenu de là où on vient, de notre expérience, 4000 personnes, c'est une salle de concert, quoi. C'est juste génial. C'est comme si on faisait des parties devant dans une salle de concert. Donc c'est juste extraordinaire, et on vous remercie de nous avoir rejoints au fur et à mesure de ces 4 années. Je trouve ça top. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est, je dirais pour moi en tout cas, dans la relation au support YouTube, c'est que ça devient compliqué d'avoir
une relation un peu plus personnelle, parce que c'est ça que j'aimais aussi quand quand on était une petite chaîne, c'est qu'on pouvait répondre à tous les commentaires, parfois rencontrer les gens de façon physique suite à des contacts sur YouTube. Ça devient un petit peu plus compliqué avec 4000 abonnés, et c'est ça que je trouve difficile, surtout parce que ça reste un hobby pour nous, on veut que ça reste un hobby, donc on fait ça sur notre temps libre. Et le temps libre, il n'est pas extensible, quoi. Quand on a un boulot et une vie de famille, c'est vrai qu'il faut trouver le temps de faire tout ça. Et quand on répond à des commentaires ou qu'on échange avec des abonnés qui sont souvent devenus des amis, eh bien, ça prend du temps sur le reste, qui est la création de contenu pour YouTube. Donc, c'est un petit peu ma frustration. J'aime bien aussi qu'on reste quand même comme ça assez peu nombreux. C'est bizarre à dire parce qu'à partir du moment où tu crées du contenu, c'est pour toucher le plus de gens possible. Mais en même temps, j'ai pas envie que ça devienne impersonnel et qu'on puisse plus justement avoir ces échanges-là. Donc on va voir comment on le gère dans l'avenir, mais en tout cas, on est 4000, un peu plus de 4000, 4400 maintenant. On a eu un pic cette année qui n'était pas attendu, c'est pendant la phase de Covid, bien évidemment. Je pense que au moment du confinement, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés comme des cons dans leur pratique du hobby. On s'est tous un peu retrouvés comme ça. Moi, j'étais confiné avec la famille, donc j'ai continué de jouer avec Néo et Angèle, mais c'est vrai que tous mes potes, je ne pouvais plus jouer avec eux. Et il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans cette situation-là et qui ont donc, je pense, essayé à l'époque de chercher sur YouTube du contenu pour pouvoir continuer à vivre un peu leur passion et leur hobby à travers YouTube. Donc on a eu un beau pic d'abonnés au moment du confinement. Alors on va continuer au niveau des stats, j'ai noté quelques stats comme ça parce que quand vous faites des vidéos sur YouTube, il y a ce qu'on appelle YouTube Analytics qui permet d'obtenir des données en fait. Je trouve ça vachement intéressant, moi j'aime bien essayer de comprendre ce qui se passe sur YouTube et essayer de voir qui sont nos abonnés et comment est-ce qu'on interagit. Donc j'ai noté quelques stats comme ça que je vais partager avec vous. Donc on a vu les abonnés, durée de visionnage, c'est intéressant de voir que 50% de la durée de visionnage est faite par des abonnés et l'autre moitié est faite par des gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc on a encore pas mal de gens qui se baladent sur YouTube et qui consomment du contenu sans forcément être abonnés à la chaîne. Je pense que c'est lié aussi à la diversité du contenu qu'on peut proposer. C'est-à-dire qu'on a joué pratiquement une dizaine de jeux et ça continue de tourner. Donc je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément abonnés, qui font des recherches sur YouTube sur un jeu, qui tombent sur une de nos vidéos. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut servir, si ces gens-là ont vocation à s'abonner ou pas aux dingues de jeu. Moi, c'est pas un truc que je pousse parce qu'après, ça peut aussi impacter des ratios sur le visionnage. C'est-à-dire que tu vas avoir 5000 abonnés, mais certaines de tes vidéos n'auront que 1000 vues parce que le sujet n'intéresse pas forcément tous les abonnés. Donc moi, je suis plutôt zen par rapport à ça. Je pense que les gens, s'ils veulent s'abonner, tant mieux. S'ils ne veulent pas s'abonner, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Après, au niveau de l'audience, on est une chaîne de Wargame français. On a fait quelques vidéos ici en anglais, mais là, c'est plus, encore une fois, avec les enfants, histoire de tester des trucs en famille. Et puis, quand on a des jeux qu'on aime et qu'on a la volonté de partager, c'est vrai que de se limiter en termes de langage, parfois, ça peut être drôle de faire des essais. Voilà. On a fait quelques vidéos en anglais sur Necromunda. C'est pas notre vocation non plus, mais ça permet en plus aux enfants de continuer de travailler leur anglais. Donc ça, c'est des petits tests qu'on a fait, c'était drôle. Mais 99% de notre contenu est en français. Et donc notre audience est pratiquement francophone. On voit 85% des abonnés sont domiciliés en France, donc c'est le gros de notre population, bien évidemment, c'est la France. Mais on voit aussi que tous les pays qui parlent le français, on a aussi des abonnés localement. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec nos amis belges. Grosse communauté de wargamers en Belgique qui sont le deuxième pays au niveau de la France. Mais on a aussi la Suisse, le Canada.
Et c'est ça qui est génial, on s'en est rendu compte aussi un peu plus tard dans l'année, j'en reparlerai. Mais y a des gens qui aiment le wargame, mais qui ne le pratiquent plus forcément parce qu'ils sont isolés et qui continuent de vivre leur passion par YouTube en fait. Y a beaucoup de gens qui suivent nos vidéos et qui nous disent on a l'impression d'être avec vous, de jouer, etc. Et ça nous permet de continuer de vivre le hobby. Donc ça, c'est un truc qu'on aime parce que c'était un peu la vocation des dingues de jeu aussi. Donc voilà, on vous salue tous, où vous soyez à travers le monde. Merci d'avoir rejoint notre petite communauté et soyez tous les bienvenus. Moi, je suis très content de pouvoir parler avec des gens qui sont partout à travers le monde. Je trouve que c'est un des trucs extraordinaires avec YouTube et les réseaux sociaux en général, c'est qu'il n'y a pas de distance. Alors, autre stat, celle-ci elle est intéressante, c'est sur le sexe des abonnés. On est à plus de 99% des bonhommes, donc ça c'est pas une surprise, hein. Je pense que si tu veux pécho, il faut que tu changes de hobby. 99% d'hommes. On peut dire que notre hobby, quand même, le wargame, est un hobby d'hommes blancs. Alors, c'est pas une critique, c'est plutôt un constat. Hein. C'est le constat d'un manque de diversité phénoménal, mais c'est comme ça. Il y a sans doute des choses à améliorer, mais 99% d'hommes, c'est beaucoup. C'est beaucoup. La prochaine stat, moi, me fait un peu... c'est pas que ça me fait mal, mais c'est plutôt sur les... ça me perturbe un peu quand même. C'est sur les catégories d'âge en fait, des abonnés des dingues de jeu. Il y a 0% d'abonnés en dessous de 25 ans. Donc c'est peut-être lié à mon âge avancé. Mais c'est un constat que je fais au quotidien aussi dans les boutiques, dans les associations, etc. On est quand même sur un hobby, le wargame, le jeu de guerre avec figurines qui est vieillissant. On est de plus en plus vieux et on a beaucoup de mal à recruter des jeunes, puisqu'on le voit sur ces stats, entre 25 et 35 ans, c'est 31% de la population des dingues de jeu. Entre 35 et 45 ans, c'est 53, donc c'est le plus gros paquet, c'est entre 35 et 45 ans. Et de 45 à 55, la tranche à laquelle j'appartiens moi, on est 15%. Donc on voit, on est sur un hobby qui est assez âgé quand même. On est sur un hobby qui est assez âgé, qui a du mal à se renouveler en termes de population. Alors c'est peut-être lié aussi au fait que moi je sois pas si jeune, mais pourtant il y a aussi des jeunes sur la chaîne. C'est peut-être lié aussi aux jeux auxquels on joue. On fait très peu de contenu sur des jeux comme Warhammer 40 000 ou Age of Sigmar qui ont plus pour vocation de recruter des jeunes, donc c'est peut-être lié à ça. Mais c'est aussi un constat que je fais, moi, en boutique, en asso, en salon. C'est pas forcément un hobby qui attire les jeunes. Et ça, je le vois bien, moi, même avec mes deux, hein, Néo et Angèle, ils ont aujourd'hui 18 et 20 ans. Dès qu'ils ont été en âge de tenir un pinceau, je leur ai mis un pinceau entre les mains. De jeter des dés, je leur ai fait jeter des dés aussi tout de suite. Et bon, ici, c'est un peu si tu as envie de t'intéresser au hobby, c'est quand même un peu le scénario idéal. On a une salle de jeu qui est gavée de matériel, de terrain, de figurines. Et il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'immerger dans le hobby. Et effectivement, on joue ensemble, notamment au travers de ce projet. Mais je le vois bien en dehors des parties qu'on peut faire ensemble. Eux ne jouent pas, ne pratiquent pas le wargame. C'est-à-dire qu'à aucun moment ils viennent d'eux-mêmes ou avec des potes dans la salle de jeu pour pratiquer. Ils sont beaucoup plus sur les jeux vidéo, hein, comme beaucoup de jeunes, hein, on le voit. Et j'ai l'impression qu'on a un peu perdu la bataille face aux jeux vidéo. Après, est-ce que c'est dommage? Oui et non, c'est dommage. Moi, c'est vrai que c'est un hobby que j'affectionne particulièrement et je trouve super complet. Donc, de ce point de vue-là, c'est dommage. Mais si je dis c'est dommage, ça veut dire que je pars du principe où mon hobby est meilleur que le leur. Et c'est pas forcément vrai, c'est juste une évolution. J'ai l'impression que notre hobby est le hobby d'une génération et la génération suivante jouera à d'autres choses. C'est une évolution. Alors ce point sur l'âge, on le voit aussi dans la création de contenu. Moi, je ne connais pas de chaîne YouTube
de créateurs de contenu qui appartiennent justement à cette première catégorie des moins de 25 ans, qui en général est assez productive dans d'autres domaines. Hein. Quand on parle de jeux vidéo, les créateurs de contenu sont souvent jeunes. Donc ça, c'est un des points. L'autre point, c'est aussi quand on regarde quand on s'intéresse aux chaînes sur notre hobby, on est sur des chiffres qui sont intéressants, mais qui sont très loin d'autres jeux. Sur le Wargame français, par exemple, je pense que les plus grosses chaînes sont aux alentours de 40 000 abonnés. Bon, sur les chaînes de jeux vidéo en français, on compte plutôt les abonnés par million, donc on n'est vraiment pas du tout sur les mêmes échelles. C'est intéressant d'ailleurs parce que c'est un sujet qui m'a intéressé cette année et j'ai essayé justement de comprendre pourquoi le jeu vidéo attirait plus que notre hobby. Et donc j'ai passé pas mal de temps avec mes fils, on a fait pas mal de choses cette année, j'ai été au salon du jeu vidéo avec la migraine en fin de journée et ils sont là les jeunes, hein, je vous le confirme, il y a des milliers de gens avec de la lumière, du son à fond, etc. C'était assez impressionnant, moi qui n'aime pas les endroits où il y a trop de foule et trop de bruit, j'ai été servi. J'ai été aussi avec eux à la finale de League of Legends, la finale mondiale de League of Legends à Bercy. Et ça a été une expérience extraordinaire. Je n'ai absolument rien compris au jeu parce que je ne joue pas, je fais pas beaucoup de jeux vidéo, c'est pas mon truc à moi. Quand j'ai le choix, je préfère toujours aller prendre mes pinceaux ou jeter des dés. Mais ça, c'est aussi une question de génération. Mais League of Legends, ça a été incroyable. Déjà, c'était à Bercy, donc on appelle ça maintenant Accor Arena. Il y avait 16 000 personnes. Donc c'était énorme, quoi. C'est vrai j'ai pas l'habitude de voir ça moi, dans notre hobby, mais 16 000 personnes, c'était juste énorme. On avait l'impression d'être devant un événement de sport, etc. Les gens portent les maillots de leur équipe, etc. Moi, comme je comprenais rien à ce qui se passait de toute façon sur la scène avec les écrans, j'ai passé beaucoup de temps aussi à regarder les gens qui étaient autour de moi. Et c'était intéressant de voir la population en fait, de ce type de jeu. J'ai trouvé d'abord beaucoup plus de diversité. Je comptais dans notre allée, il y avait entre 30 et 40%, je dirais, de femmes dans le public et beaucoup plus de diversité ethnique aussi. C'est vrai que le jeu vidéo permet justement d'intégrer, on va dire, plus facilement les gens puisqu'il n'y a pas cette barrière physique. Si c'est une barrière, moi je sais que c'est quelque chose que j'aime d'interagir avec des gens autour d'une table, mais c'est pareil quand j'y repense, c'est des choses qui sont liées à ma génération. Quand on était gamin, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc quand on voulait se voir avec les potes, on se retrouvait en BMX avec nos BMX au terrain de jeu pour pouvoir interagir physiquement parce qu'il n'y avait que ça. Je vois cette génération-là, je ne dis pas qu'ils n'ont pas besoin d'interaction physique, mais c'est pas une priorité pour eux, c'est pas indispensable. Et on le voit en plus dans la période qu'on vient de vivre, nous, avec le Covid ou la Covid, appelez-le comme vous voulez, nous, notre hobby, il a été en PLS, c'était fini, quoi. De ne pas pouvoir se rencontrer physiquement avec des potes, ça a mis fin au hobby en grande partie, alors que ça n'a eu absolument aucune répercussion sur leur capacité à pratiquer le hobby, à continuer de communiquer avec des gens qui sont de l'autre côté de la planète, etc. Donc c'est juste des pratiques qui sont différentes. Et c'était aussi très jeune en termes de population. Donc les jeunes aujourd'hui, ils sont là, ils sont sur du jeu vidéo. J'ai aussi et je ne plaisante pas, une formation à Fortnite avec un des meilleurs joueurs français. Une catastrophe, j'ai trouvé ça nul à chier ce jeu, c'est le jeu préféré des jeunes en ce moment, donc c'était intéressant de voir ce que c'était, mais il faut construire des bâtiments en bois avec une pioche pour être sur une position surélevée pour pouvoir mettre une balle dans la nuque de son adversaire. J'ai trouvé ça nul à chier, donc ne vous inquiétez pas, sur les dingues de jeu on ne fera pas de Fortnite, mais en tout cas c'est intéressant de voir ce qui attire davantage les jeunes vers ce type de hobby plutôt que vers le nôtre, si je peux appeler ça comme ça.
Et en fait, je me suis rendu compte, en comparant les deux, il y avait quand même pas mal de friction dans notre hobby, de difficultés pour intégrer des jeunes qui sont liés justement aussi à l'évolution des jeux, des outils, etc. Je m'aperçois que le wargame, c'est un investissement énorme en termes de temps, en termes d'argent pour des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas forcément la patience. Voilà, je veux le dire comme ça, ils n'ont pas la patience quand tu veux vraiment t'impliquer dans le wargame, donc le jeu de guerre avec des figurines. Il va falloir que tu passes des semaines, voire des mois à monter, à peindre une armée, à créer des listes, à lire des bouquins de règles. C'est des choses qui correspondent davantage à ma génération. Moi, j'ai commencé à pratiquer le hobby dans les années 80 et à l'époque, je n'avais pas d'alternative. Je veux dire, le jeu vidéo n'était vraiment qu'à ses débuts et le wargame était beaucoup plus immersif, à condition de se donner un peu de mal, que le jeu vidéo à l'époque. Aujourd'hui, la balance, c'est complètement inversé. Hein. Le jeu vidéo est beaucoup plus immersif que le wargame. En tout cas, il faut vraiment se donner énormément de mal sur le wargame pour pouvoir être aussi immersif que sur du jeu vidéo. Donc, les jeunes ont besoin de plus de rapidité. Il n'y a pas de cette notion de construction sur le long terme d'une armée ou de compréhension d'un jeu avec des livres de règles, des codex, etc. Les jeunes aujourd'hui ne lisent plus de livres. Regarde des vidéos sur YouTube, il y a des tutoriels dans tous les jeux. En 10 minutes, un quart d'heure, tu sais jouer à un jeu sans avoir lu un seul bouquin. Donc c'est une démarche qui est assez différente. C'est une démarche qui est différente. Il y a plein de choses dans notre hobby qui sont liées à notre génération. Le jet de dés, moi c'est un truc que j'adore, le jet de dés, j'en ai partout, je les collectionne. C'est un truc que j'adore, mais c'est aussi quelque chose qui est lié à notre génération. C'est la génération Donjons et Dragons. On a tous des moments phénoménaux où on se rappelle avoir fait un 20 sur un dé de 20 avec une épée Vorpal et on décapite le sorcier chaotique mauvais qui était en train de transformer tout le village en zombie. Il y a des moments comme ça qui sont gravés et qui font partie aussi de notre éducation hobbystique, qui ont évolué. Moi, je le vois, le jet de dés pour des jeunes, c'est une frustration. C'est une frustration parce que tu remets une partie de ta réussite importante sur le hasard. Et ça, c'est quelque chose qui les frustre énormément. Et on le voit sur le jeu de vidéo, il n'y a pas de place, il y a très peu de place au hasard. Tu peux vraiment t'entraîner jusqu'à atteindre un niveau de perfection et de compétitivité important sur le jeu vidéo que tu ne peux pas sur le wargame. Alors bien évidemment, tu peux améliorer tes tactiques, ta stratégie, avoir une meilleure connaissance de ton armée, etc. Mais à partir du moment où tu mets quand même une grande partie de ta réussite sur des jets de dés, moi je le vois, pour des jeunes, c'est extrêmement frustrant. Tu peux t'entraîner, hein, tu peux jeter des boîtes de dés jusqu'à faire que des 6, mais ça ne marchera pas. Et moi j'ai vu dans les jeunes beaucoup de frustration sur le jet de dés. Une frustration que je n'ai pas moi. Bah, bien sûr, des fois ça me fait chier de faire que des 1, mais je sais que des fois aussi je ferai que des 6, mais en tout cas je dirais que ça fait partie de notre culture et de notre éducation hobbystique parce que à l'époque on a commencé à jouer avec ça parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative, donc c'est comme ça qu'on a construit tout ça. Donc tous ces repères aujourd'hui, l'investissement en temps et en argent, c'est un frein phénoménal. Les mécaniques de jeu aussi sont un peu obsolètes pour des jeunes, très clairement, je vais le dire comme ça. Elles sont un peu obsolètes, même si pour nous, ça fonctionne, pour eux, c'est un peu vieillot, on va dire. Donc voilà, je ne dis pas qu'on ne recrute pas un jeune de temps en temps et qu'on n'arrive pas à les faire venir dans le hobby. Moi, je crois beaucoup plus au potentiel du jeu de société avec des figurines qu'à des formats de bataille épique. On le voit en plus en termes d'installation, il faut quand même de la place. Je veux dire, on a une salle de jeu permanente chez nous, c'est quand même un luxe de pouvoir se payer ça, mais c'est des coûts qui sont extrêmement importants, alors qu'aujourd'hui le jeu vidéo, il faut acheter une console ou un ordinateur, mais ça c'est très simple d'accès.
ça, aujourd'hui, le wargame nécessite quand même un investissement important pour les pratiquants et j'ai l'impression que les jeunes ne sont pas forcément prêts à franchir ce pas-là, ou en tout cas, ils voient ça comme une friction ou comme un frein à rentrer dans le hobby. C'est comme ça, écoutez, je ne sais pas si on m'enterrera avec mes figurines, mais en tout cas, c'est un constat que je fais. On a quand même une population dans le wargame qui est assez vieillissante. Est-ce que c'est un problème? Oui et non. Moi, je sais que quand j'étais gamin, mon père passait du temps avec moi et il a aussi partagé ses hobbies avec moi. Et à l'époque, je me rappelle, bon, il a grandi après-guerre, donc ses jeux principaux, il avait des petits vélos en métal et il refaisait le Tour de France avec ça. Donc il organisait des courses de vélo. Et il avait un deuxième jeu aussi, il avait une boîte en fer avec plus d'une centaine de capsules de bière. Ouais, c'était petit moyen à l'époque. Et avec ces capsules de bière, donc il faisait des courses aussi, où il y avait une dizaine de jeux possibles avec ces capsules de bière. Donc j'ai joué avec lui à l'époque, et puis quand j'ai grandi, j'ai choisi mes propres hobbies. Donc il y a forcément la volonté de transmettre quelque chose, mais il y a aussi des technologies qui évoluent, il y a le monde qui évolue, et tout ça fait que finalement les jeunes se désintéressent un peu de notre hobby. C'est un peu dommage, on risque de se retrouver entre vieux schnocks, et ça n'aide pas forcément à renouveler le stock de joueurs. Moi, je suis dans le panier, dans le haut du panier en plus en termes de vieillerie. Je vais bientôt, non, j'y suis déjà dans la dernière tranche d'âge. Donc voilà, c'est comme ça. En tout cas, on va pas se mettre à faire du Fortnite, hein, vous inquiétez pas. Moi, j'ai trouvé ça complètement nul, mais je trouvais ça intéressant de s'intéresser un peu aux jeux vidéo pour essayer de comprendre pourquoi on avait autant de mal à recruter des jeunes par rapport aux jeux vidéo. On le voit dans l'évolution des entreprises qui évoluent dans le wargame. Hein. Alors on dit que le hobby se porte bien. Je ne sais pas si le hobby se porte bien. Je sais que Games Workshop se porte bien, effectivement, mais il se porte bien, et je ne suis pas un professionnel, je n'ai pas de stats officielles, mais d'après ce que je vois, ils se portent bien parce qu'ils ont repris des parts de marché sur la concurrence. Hein. Pendant très longtemps, Games Workshop ne s'est pas intéressé à des segments du marché comme les jeux d'escarmouche. Il y a 5 ans, Games Workshop n'avait pas de jeux d'escarmouche. Donc il y a tout un tas de sociétés qui se sont installées sur ce segment-là. Quand Games Workshop est revenu dessus avec Kill Team, Necromunda, Warcry, tous ces jeux, Shadespire, etc., ils ont atomisé toute forme de concurrence. On le voit de toute façon dans les magasins qui vendent encore de la figurine. Il y a très peu de diversité en général. Hein. On va trouver un rayon Games Workshop qui va être assez fourni. À côté de ça, il y a un ou deux jeux qui vivotent et qui tournent. Mais il n'y a pas d'offre permanente. Donc Games Workshop a repris, je pense, beaucoup de parts de marché. Il y a beaucoup de gens qui reviennent dans le hobby aussi. C'est-à-dire que souvent, tu vas commencer quand tu es ado. Il y a un moment où tu vas faire un break. Il y a des gens qui font un break apparemment parce que c'est pas cool pour draguer des meufs. Il y a aussi des gens qui font des breaks parce que ils rentrent dans une autre phase de leur vie où ils commencent la vie active, etc. Et une fois qu'ils ont ce pied dans la vie active et qu'ils ont structuré un peu, je dirais, leur vie personnelle et professionnelle, ils reviennent dans le hobby. Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi. Hein. Après 30 balais, il y a des gens qui reviennent, qui ont pratiqué et qui reviennent. Et ça, par contre, on en voit beaucoup. Mais c'est pas rien, c'est pas des jeunes. C'est pas des jeunes. Donc voilà pour le constat sur les tranches d'âge. On se retrouve pas mal entre vieux. Hein. Dans les associations, c'est pareil. Je trouve que la moyenne d'âge a tendance à s'élever, et c'est pas forcément un problème. Hein. On est aussi une clientèle captive pour des sociétés comme Games Workshop. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de pouvoir d'achat que quand j'avais 15 ans, donc je pense qu'une grosse partie de leur développement se fait aussi justement avec les gens qui reviennent dans le hobby et qui reviennent avec un pouvoir d'achat qui est décuplé et qui leur permet de nous vendre des Space Marines à 25 € pièce quand c'est des persos.
Et c'est un des trucs que je reproche un peu aussi à Games, qui devrait faire ce travail justement de recrutement, c'est que le gros de leur stratégie est fait pour la ménagère de moins de 50 ans. Donc c'est nous, c'est les vieux, stratégie de prix, de la construction des règles, etc. C'est vraiment fait pour une cible de ma génération qui a grandi justement avec Donjons et Dragons, Warhammer Battle, etc. Et c'est très difficile en fait de satisfaire à la fois notre génération et les jeunes qui rentrent sur le marché. On le voit bien d'ailleurs, l'évolution de Games Workshop va plus vers la création d'un univers à la Star Wars. Le fluff est extraordinaire et ça fait plus de 30 ans qu'ils le construisent maintenant. Donc on le voit bien, pour toucher des jeunes aujourd'hui, ils sont en train de créer des animes, donc des dessins animés. On voit même d'ailleurs sur les projets, la cible c'est plutôt un public assez jeune, c'est pas forcément orienté aux fans qui sont déjà conquis, mais c'est plutôt pour conquérir justement peut-être cette clientèle plus jeune et ensuite lui vendre des jeux vidéo. Parce que le potentiel de jeux vidéo aussi autour de l'univers des univers de Games Workshop est assez important. Là je le vois, moi je suis fan de Necromunda, et donc un jour il y a le Necromunda sur Xbox qui va sortir. Je pense que ça va être un plus grand succès que le Necromunda en figurine. Donc on va voir, je pense que c'est un peu l'évolution que vont prendre les marques qui vendent aujourd'hui des figurines. Ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter leur cœur de métier, parce que je pense qu'aujourd'hui on est des bonnes vaches à lait, mais en tout cas je pense que Games Workshop va plus vers la création d'un univers et la revente de licences sur du jeu vidéo, peut-être même investir en propre dans le futur sur ce type de développement. Bien évidemment continuer de nous vendre des figurines, mais en tout cas j'ai un peu l'impression que c'est l'orientation que ça prend. Donc voilà pour les statistiques. On est après 4 ans, 4400 abonnés sur les dingues de jeu, donc ça fait une belle communauté. On va continuer de créer du contenu cette année. C'est vrai que souvent on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on continue de le faire? Si on continue, comment est-ce qu'on le fait? Quelles sont nos motivations pour le faire? Parce que ça reste un passe-temps et un plaisir pour le faire. Et on l'a bien vu cette année en termes de production. Les premiers 6 mois ont été très, très mauvais en termes de quantité. On a fait une vidéo par mois, je crois. Alors qu'on est plutôt sur un rythme en ce moment à presque une vidéo par semaine. On est retombé, je dirais, dans un rythme un peu plus productif. Mais de temps en temps, on se pose des questions sur pourquoi on le fait. Et on voit que la motivation n'est pas forcément toujours là. Surtout sur les premiers 6 premiers mois de la chaîne. Donc on va parler un peu de tout ça, on va parler des jeux auxquels on a joué, ce qu'on prévoit de faire sur l'année prochaine. Tout ça est bien évidemment en construction permanente, hein. On n'a pas la volonté de s'organiser plus que ça. On va essayer d'améliorer notre contenu, bien évidemment, mais en tout cas, on veut vraiment rester sur l'aspect hobby. Moi, je vois qu'à chaque fois que les choses deviennent trop sérieuses ou qu'il y a trop de contraintes et que ça commence à ressembler un peu à un job, c'est là en général que ça a un impact sur la production et que je me retrouve finalement à jouer, parce que c'est ce qui s'est passé sur les 6 premiers mois de l'année dernière. J'ai beaucoup joué. J'avais jamais autant joué depuis longtemps, et en fait j'avais surtout envie de jouer. J'avais envie de pratiquer mon hobby, et c'est vrai que faire des vidéos, faire du montage, organiser tout ça, c'est souvent des contraintes. Et quand les contraintes atteignent un niveau qui te supprime un peu du plaisir, il faut, je pense, en permanence essayer de rééquilibrer et essayer de se faire plaisir et pratiquer. Donc c'est un peu ce qui s'est passé sur les 6 premiers mois. J'ai surtout pensé à ma gueule et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais du coup, comme la production repose encore beaucoup sur moi, personnellement, ça a eu un impact sur la chaîne. Et ça c'est un peu un des problèmes aussi. C'est vrai que quand on a créé cette chaîne, à un moment, on a essayé d'organiser les choses. Une des premières initiatives qu'on a fait, ça a été de créer une association, donc une loi 1901, une association à but non lucratif, pour essayer de donner un cadre un peu
au dingue de jeu, un cadre un peu plus organisé, un peu plus légal au dingue de jeu pour essayer de développer notre petit hobby. La difficulté que j'ai par rapport à ça, on a aussi créé un forum pour essayer d'organiser tout ça. En fait, moi, mon problème numéro un, c'est la disponibilité, c'est le temps nécessaire. Le temps disponible pour le hobby n'est pas extensible. Entre le boulot, la vie de famille et le temps que j'ai pour le hobby. Donc si je fais d'autres choses, je ne fais pas de contenu. Voilà, quand j'essaye de passer du temps pour l'animation de l'association, ou que je passe du temps sur même le forum des dingues de jeu, c'est pas du temps que je passe sur la création de contenu. Et ça a été c'est vraiment un des problèmes pour moi. Parce que ça nous a permis de faire rentrer des gens dans le groupe à certains moments qui nous ont filé un coup de main. Mais c'est sur le temps, on l'a vu, c'est pas forcément viable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont et qui viennent en fonction de leur vie personnelle. On a beaucoup de gens qui nous ont rejoints à un moment, qui ont déménagé pour s'installer en province, ou d'autres qui partent faire un tour du monde pendant une année. Donc voilà, c'est très difficile de s'organiser. Il faudrait davantage de temps, en tout cas pour moi, pour le faire. On n'a pas acheté l'éponge, hein. Peut-être qu'on y arrivera un jour. En tout cas, on va essayer de continuer à chercher. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, mon problème numéro 1 aujourd'hui, c'est le temps. J'ai pas plus de temps que ça. Et il faut en permanence aussi, la deuxième difficulté, c'est en permanence essayer de garder la motivation pour le faire. Et en termes de motivation, il y a des hauts et des bas. Je le disais, dès que ça commence à ressembler à du boulot, moi ça me fait chier, parce que j'ai vraiment envie que ça reste un hobby. Et donc sur les 6 premiers mois, on n'a pas du tout été productif. Et je m'en suis même pas forcément rendu compte. C'est-à-dire que j'avais juste envie de jouer. Et c'est vers Noël, je me suis dit, putain, fait chier quand même, ça fait longtemps qu'on fait plus de trucs. Il faut vraiment qu'on se rebouge les fesses pour les dingues de jeu, parce qu'on est en train un peu de lâcher l'affaire. Ça a été vrai sur la première partie. Et il s'est passé des choses sur la deuxième partie de l'année qui nous ont rappelé pourquoi on fait ça. Ça a été notamment le confinement et le Covid. Moi, ça a été un moyen pour moi de rester en contact aussi avec mes potes. En fait, de faire des vidéos sur les dingues de jeu, ça a été un moyen de rester en contact avec mes copains qui, eux, étaient sur Paris, confinés de leur côté. Et moi, j'étais ici, donc on a gardé le contact aussi via nos vidéos sur YouTube. Et ça m'a d'ailleurs fait réaliser que c'est une relation qu'on avait aussi avec des milliers de personnes. Et que finalement, le manque de productivité sur les 6 premiers mois, ça avait aussi impacté finalement nos abonnés qui sont, comme je le disais en début de vidéo, isolés presque toute l'année. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne pratiquent le hobby que par YouTube, parce que dans leur environnement, il n'y a plus de joueurs, mais eux continuent peut-être de peindre des figurines dans leur coin, et finalement continuent de pratiquer le hobby via des vidéos sur YouTube. Et ça nous a remotivé quelque part en se disant merde, mais c'est important finalement ce qu'on fait. C'est important, c'est pas vital, mais c'est important ce qu'on fait. Et on n'a pas le droit en tout cas pour notre petite communauté de lâcher l'affaire. Et c'est vrai que cette phase de confinement nous a pas mal rappelé pourquoi est-ce qu'on faisait ça. Parce que de temps en temps, tu vas perdre un peu le sens et la motivation aussi par rapport à ça. Quelles sont les motivations? Nous, c'est notre hobby. On n'a jamais fait 1 euro avec YouTube parce que ça ne nous intéresse pas forcément. Moi, je suis très content qu'il y ait des youtubeurs qui s'organisent et qui veulent se professionnaliser, parce que ça va nous assurer de la quantité, de la qualité dans l'avenir. Nous, c'est pas du tout notre motivation. On fait ça entre amis et en famille. Donc, finalement, c'est quoi la motivation? De temps en temps, il faut se poser la question et savoir est-ce qu'on continue de le faire, si on continue, sous quelle forme, etc. Ça doit faire partie d'une réflexion de temps en temps, parce que sinon,
petit à petit, on peut lâcher l'affaire, et c'est ce qui s'est un peu passé en début d'année. Donc, on s'est remis au boulot, le confinement nous a remis un peu aussi la tête sur les épaules en disant voilà, notre rôle c'est de partager avec les gens qui sont les gens qui peuvent plus pratiquer le hobby au quotidien aussi, et puis de prêcher la bonne parole sur des jeux qui n'ont pas forcément de visibilité. Alors, on va parler tout à l'heure des jeux, mais c'est aussi un peu notre truc à nous, c'est de ne pas forcément se concentrer sur des grosses franchises, mais aussi un peu montrer de diversité sur le hobby, et de parler même de jeux auxquels les gens ne jouent plus forcément. On a fait pas mal de vidéos sur Confrontation et AT43 pendant ce confinement. Moi, j'étais très content de ressortir ces jeux-là, ce qui reste, il reste important dans notre cœur, dans notre éducation hobbystique, et c'est important qu'on en parle. Moi, en plus, au moment où on a commencé ça, j'ai fait des recherches pour voir s'il y a des vidéos sur Confrontation ou AT43, et il y a très peu de choses. Il y a quelques vidéos en anglais, mais il n'y avait aucune vidéo en français, donc je me suis dit en plus c'est dommage, parce qu'à l'époque où on jouait à AT43, donc c'était il y a plus d'une dizaine d'années, YouTube n'existait pas, donc il n'y avait pas eu de création de contenu à l'époque. Donc c'était aussi une façon de rendre hommage à ces jeux-là. Et aussi une façon de dire, écoutez, il y a vous avez sans doute dans vos armoires des très bons jeux, donc continuez de jouer à ces jeux-là. Il n'y a pas de raison d'arrêter de jouer à un jeu. C'est pas parce qu'il y a une hype sur un nouveau jeu ou sur une sortie de la semaine que vous devez tout foutre au placard et consommer de nouveaux jeux en permanence. Donc nous, on va non seulement les a ressortis du placard, mais j'aimerais continuer de jouer à T43 et à Confrontation. En plus, ça a été AT43, ça a été un projet sympa dans l'année, parce que je dirais que ça nous a amené aussi à un autre niveau d'interaction avec les abonnés. C'est que comme AT43 n'est plus distribué et que c'est très difficile de trouver du matériel, et qu'on voulait montrer l'intégralité de la gamme, il y a des armées qu'on n'avait pas, et qui nous ont été offertes par des abonnés. Et ça, pour nous, c'était vraiment l'étape supplémentaire, je dirais, dans l'interaction, et qui nous était jamais arrivée. C'est que les gens, et des gens en plus parfois qu'on ne connaissait pas, avec lesquels on n'avait pas forcément d'interaction, nous disent les gars, je suis avec vous, les dingues de jeu, vous nous régalez depuis des années, je suis content d'apporter ma contribution à ce projet autour d'AT43. Je vous offre mon armée. Alors ça, c'était quand même incroyable. On avait comme ça une armée Oni, on a des gens qui nous ont donné des escouades sur des armées qu'on n'avait pas. Donc ça nous a permis de créer du contenu, et ça nous a permis aussi d'avoir un nouveau type d'échange avec des abonnés, de comprendre qu'il y avait des gens qui voulaient s'investir dans ce qu'on fait. Et ça, je trouve que c'est... pour moi, ça a été avec la phase Covid, je dirais que ça a été une des plus grosses motivations sur l'année. C'est de savoir que finalement, ce qu'on fait a aussi de l'importance pour les gens, ce qui n'est pas toujours évident. Les interactions sont quand même super limitées sur YouTube. Il y a effectivement la possibilité de mettre des commentaires, mais je dirais que sur les 4400 abonnés maintenant qu'on a, si on a des échanges fréquents avec 40 personnes, c'est grand maximum, et finalement c'est assez peu. Quand tu regardes les proportions de pouces ou les ratios de commentaires avec la totalité d'abonnés, tu t'aperçois que c'est une relation qui est quand même assez anonyme, YouTube. Et c'est pas une critique, pas du tout. Moi, je fais exactement la même chose. Je consomme du contenu. Il y a des chaînes avec lesquelles j'ai plus d'interaction que d'autres. Il y a des chaînes que je consomme de façon un peu mécanique, sans forcément m'intéresser, parce qu'en plus, vous savez comment ça se passe, vous êtes en train de peindre, la vidéo se finit, on vous balance une vidéo qui est en relation, sans que vous l'ayez demandé. Donc parfois les interactions sont assez limitées, mais je dirais que c'est comme ça que ça se passe sur YouTube, et il faut l'accepter. En tout cas, nous on était très contents de voir que on pouvait aller au-delà de cette relation anonyme avec certains de nos abonnés. Je pense que dans l'année qui va venir, on va essayer de renforcer ça, justement. Je ne sais pas encore comment le faire.
je pense qu'on aimerait, avec les abonnés, faire davantage de live, même si on est limité en termes de matériel pour pouvoir le faire. On n'a pas le setup pour gérer du live pour l'instant, mais on verra comment on va le faire. En parlant de setup, je pense que ce serait pas mal qu'on en parle aussi un peu. Notre organisation et le matériel qu'on utilise, on reste très léger, hein. On est plutôt low-tech sur les dingues de jeu en termes de matos. On n'a pas de setup extraordinaire. La première raison, c'est une contrainte, on va dire, financière, parce qu'on finance tout nous-mêmes, hein, donc on y va step by step. Et puis aussi parce que je pense qu'il y a toujours moyen de faire des choses sans forcément investir sur du matériel lourd, et qu'on peut se démerder avec de la low-tech sans trop de problèmes. Il y a une deuxième contrainte pour moi en plus, c'est qu'il y a deux endroits où on crée du contenu. Il y a la salle de jeu ici à Angers, où je vis le week-end avec ma famille, et il y a le bar des dingues de jeu qui est à Paris, où je bosse la semaine. Donc ça veut dire qu'en plus, il faut que je me balade avec mon matos. Donc on est plutôt sur du matos léger. 4 ans après, on continue de tout filmer avec l'iPhone. Donc on a investi au fur et à mesure sur le son, par exemple, parce que le son, c'est un des problèmes qu'on va rencontrer sur la création de contenu. Ensuite, on a acheté un stabilisateur pour éviter que ça bouge, pour essayer de faire en sorte que l'image soit de meilleure qualité, qu'on n'ait pas des vibrations. Ensuite, on a investi sur de l'éclairage. Je vous montrerai, mais cette année, le gros investissement pour nous, ça a été sur de l'éclairage, surtout sur la salle de jeu ici, parce que j'avais même si on ne veut pas mettre non plus des centaines de mille, il y a quand même parfois des frustrations. Moi, je sais que sur certaines vidéos de Necromunda où on a des décors en 3D, l'éclairage génital malheureusement ne faisait pas le taf, avec des zones d'ombre, etc., qui ne passaient pas du tout bien en vidéo. Donc voilà, on a investi un peu sur l'éclairage. On a un éclairage principal de très bonne qualité et des box sur les côtés. Donc maintenant, on a un éclairage un peu 360 degrés qui nous permet de créer du contenu, mais voilà, on investit sur du matos petit à petit. J'ai acheté la tablette aussi pour faire du montage, parce que faire du montage sur l'iPhone, c'était quand même un peu compliqué. Donc on n'est pas encore au top en termes de matos, mais on va dire que ça suffit, hein. L'air de rien, en 4 ans, on a investi quand même près de 2000 € dans du matériel pour la création de contenu. Donc ça peut rapidement coûter un peu d'argent, donc on le fait step by step. L'iPhone, moi je trouve ça bien. Après, ça a ses limites, bien évidemment, à filmer avec un téléphone. La première limite, c'est que ça reste un téléphone. Et c'est pas prévu pour faire des vidéos de 2 heures en termes de capacité, même en termes d'outils, hein. Si tu as oublié de te mettre en mode avion et qu'un pote t'appelle au moment où tu es en train de filmer, ça nous est arrivé des tonnes de fois, et ben ça met fin à ton enregistrement. C'est avant tout un téléphone. La capacité de la batterie ne permet pas de faire des jeux trop longs. C'est aussi pour ça qu'on se concentre sur des jeux d'escarmouche ou des petits jeux de bataille. La capacité de stockage n'est pas non plus énorme, donc ça t'oblige à monter les vidéos au fur et à mesure, parce que sinon tu peux juste pas stocker la vidéo. Nous, ça nous est arrivé assez fréquemment de vouloir faire une vidéo et de ne pas pouvoir, parce qu'on n'avait pas la capacité de stockage, parce qu'on n'avait pas monté. Donc ça veut dire qu'il faut en permanence avoir cette gymnastique de filmer, monter, etc. On a essayé de s'organiser un peu. Moi, j'avais acheté aussi un disque dur externe pour pouvoir partager par internet les fichiers vidéo, parce qu'il y avait des gens qui voulaient nous aider sur du montage vidéo. Ça a été cool, mais c'est très compliqué ça aussi en fait. Quand tu n'as pas une bonne connexion, des gens qui étaient en province et qui mettaient plus de 2 jours à télécharger une vidéo d'1 heure, c'était très compliqué. Donc voilà, en termes de matos, on est un peu low-tech, mais on est content comme ça. Donc on investit aussi au fur et à mesure sur le matériel, mais pour l'instant on continue de tout filmer avec un téléphone portable. Donc c'est aussi un message positif pour les gens qui auraient envie de se lancer sur la création de contenu. Vous pouvez aller très loin avec ce genre de petits outils. Un téléphone portable, c'est souvent vous pouvez tout faire avec. Voilà. Moi, avec mon iPhone, je faisais le montage vidéo sur iMovie, qui est sur iPhone aussi. Donc
vous pouvez vous lancer avec un téléphone. C'est pas un problème, faites-le. Si vous voulez créer du contenu, c'est pas très compliqué. Donc voilà un peu sur le matos. Alors le sujet suivant, c'est les jeux auxquels on a joué cette année. Vous savez que chez les dingues de jeux, on est un peu des touches à tout. On a un peu des touches à tout, on aime bien essayer des nouveautés, on aime bien sortir nos anciens jeux et on aime bien la diversité dans notre hobby. Ce qui est un peu compliqué des fois, c'est qu'on a tendance à se disperser aussi, notamment au niveau des règles. C'est vrai que quand on joue à beaucoup de jeux, on ne peut pas être expert en fait. Et on passe à côté de certaines choses. Mais je dirais que c'est un peu aussi la forme, le fond et la forme des dingues de jeu, c'est aussi ça, c'est de jouer de façon détendue et surtout de montrer de beaux jeux et de passer un bon moment avec les amis autour de la table. C'est aussi ça qu'on veut mettre en valeur et pas forcément se positionner en tant qu'expert sur un jeu. Donc voilà, beaucoup de diversité. Cette année, j'ai essayé de faire une petite liste des jeux auxquels on a joué. On a joué à Eden. Donc Eden, même si l'actualité d'Eden n'est pas extraordinaire à cause des problèmes d'Happy Games Factory, ça reste un de nos jeux préférés et on va continuer d'y jouer. On revient un peu au sujet qu'on abordait tout à l'heure. C'est pas parce qu'un jeu n'est pas forcément soutenu par des sorties hebdomadaires qu'il faut le mettre de côté. Sur Eden, on a un jeu qui est un univers qui est riche. Nous, on a énormément d'armées, on a tout le matériel qu'il faut, on a une communauté qui est assez forte. Donc, on a un peu moins joué à Eden cette année, mais on va y rejouer très bientôt. On va y rejouer fréquemment. On a envie de jouer à Eden. Il y a Boine en plus qui est en lead sur le jeu et qui a un moteur sur la communauté chez les dingues de jeu. Donc Boine, qui fait partie de la team, va revenir très bientôt jouer avec nous à Eden et on va essayer de vous faire continuer de vous faire kiffer ce jeu qui est extraordinaire. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux sur le hobby en termes de taille, de matériel, de règles, etc. C'est un jeu qu'on aime beaucoup. On a aussi joué à Game of Thrones beaucoup, A Song of Ice and Fire. On continue de voir pas mal de vidéos. Des vidéos qui sont montées par Momo d'ailleurs. Momo s'est pris de passion pour Game of Thrones. C'est un de ses jeux préférés en ce moment. Et c'est lui qui nous montre toutes les vidéos de Game of Thrones. Donc gros big up à Momo parce qu'en plus il se donne beaucoup de mal. Il utilise des logiciels qui sont plus avancés que les miens. Moi j'utilise toujours iMovie. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment un logiciel de montage de base. Donc on coupe des séquences et on les met les unes derrière les autres. Les logiciels que Momo utilise permettent des incrustations de cartes, etc. Donc Momo nous fait du très très bon boulot sur Game of Thrones. Et c'est un jeu qui nous plaît beaucoup. Voilà, déjà l'univers de Game of Thrones est cool. Si tu aimes la série, si tu aimes les romans, etc. C'est vraiment un univers très cool. Le matos est sympa. Moi, c'est la première fois que je joue avec des pavés. C'était pas du tout dans mon truc. Et j'aime pas non plus quand il y a deux fois le même bonhomme dans une armée. Je sais pas d'où vient ce blocage, mais c'est un peu ce qu'on rencontre avec le Game of Thrones. Je dirais que le jeu est super. Les règles sont top. L'activation alternée, les cartes tactiques, etc. Moi, je trouve ça vraiment très bien. Je trouve que le matos, c'est un peu... voilà. On a vu meilleur sur d'autres jeux. Je trouve qu'en termes d'immersion, le fait que on ait des pavés, que les décors soient... Moi j'aime bien qu'on soit des tables en 3D, avec des décors en 3D, etc. Sur Game of Thrones, c'est très handicapant en fait. On en vient très rapidement à utiliser des gabarits en carton. Et moi, c'est des trucs qui me gênent dans le hobby. J'aime bien jouer avec du beau matériel. Et sur Game of Thrones, on va dire que le matériel est d'une qualité... moyenne, on va dire. C'est pas mauvais, mais en tout cas, ça pourrait être plus immersif pour moi. En tout cas, le jeu, l'univers et les règles nous plaisent énormément, donc on va continuer de jouer à Game of Thrones, ça c'est sûr. Necromunda, un sujet qui est cher à mon cœur, un de mes jeux préférés aussi. On a joué un peu à Necromunda, mais en ce moment, on est un peu en stand-by avec Necromunda. On attend un peu de voir ce qui va se passer par la suite. Mais Games Workshop est en train de nous faire du très bon Games Workshop.
c'est-à-dire que c'est un univers extraordinaire. Le matos, l'évolution du matos par rapport à la première version est juste extraordinaire. Mais Games Workshop nous emmerde un peu avec les bouquins. Moi qui suis un joueur Goliath par exemple, donc j'ai eu les règles pour jouer les Goliath dans la boîte qui est sortie fin d'année 2017. Ça fait même pas 3 ans quand même. Hein. Ensuite, j'ai eu un Gang War sur les Goliath avec des règles revues et de nouveaux équipements. Ensuite, après les Gang War, il y a eu le bouquin sur la gestion des gangs, de tous les gangs en dur, avec des errata, des nouveaux équipements, etc. Et là, Games Workshop est en train de nous sortir une nouvelle vague de codex, entre guillemets, pour les gangs. Donc là, je viens d'acheter mon codex pour les Goliath. Ce qui veut dire que en même pas 3 ans, j'ai eu 4 bouquins différents pour pouvoir jouer ma faction. Et ça, c'est vraiment un truc qui me fatigue. D'un côté, c'est hyper positif parce que on va améliorer on va aller plus loin dans le fluff, dans l'univers, etc. En plus, ça soutient des sorties qui, en termes de figurines, sont juste extraordinaires. Mais sur l'écriture des règles, c'est toujours juste une catastrophe, quoi. C'est vraiment hyper pénible. Là, je vois par exemple dans le dernier supplément, on va en parler rapidement, il y a des corrections de règles, comme par exemple les juves, les kids ne comptent plus comme membres spéciaux du gang. Nous, ça fait 3 ans qu'on dit que c'était une hérésie et qu'il faut absolument le changer. Donc au bout de 3 ans, ils ont décidé de changer ça dans le dernier supplément. Mais ce qui est mortel à chaque fois dans ces bouquins, c'est qu'ils vont régler des problèmes de la précédente version, mais ils vont aussi poser les bases du prochain problème. Et ça, putain, dans ce supplément, tu le lis, tu dis ouais, ça c'est bien, ça c'est bien, ça. Ils ont bien fait de modifier ça. Et après, tu lis la page d'après, tu te dis mais comment ils ont pu écrire une merde pareille en termes de règles. Et c'est vraiment des problèmes de base, quoi. Hein. Nous, quand on a étudié Necromunda Underhive, ça tenait à des problèmes de probabilité qui sont d'un niveau, c'est du lycée, quoi. Donc moi, il y a des fois, avec Games Workshop, j'ai ce problème-là, c'est que, les gars, j'aimerais bien que vous arrêtiez de nous dire que vous avez écouté la communauté et que vous avez adapté les règles. J'aimerais que vous fassiez votre boulot correctement dès le départ. Putain, arrêtez de nous pondre des trucs bancals dès le départ, quoi. Et là, on est arrivé à 4 bouquins sur un jeu qui est un jeu d'escarmouche et qui est un jeu un peu à part des grosses franchises Age of Sigmar ou Warhammer 40 000. Je trouve que c'est un scandale. Bon, enfin, je suis un bon mouton parce que je l'ai acheté, je vais acheter tous les autres et je vais acheter les figurines. Mais en fait, moi, je suis pressé d'une chose, je suis pressé que Games Workshop en ait fini avec ce cycle de Necromunda. C'est-à-dire qu'on sait qu'à un moment, ils vont arrêter de suivre le jeu. On aura tout le matos pour pouvoir jouer. On va pouvoir s'asseoir avec la communauté pour se mettre d'accord sur des règles maison qui tiennent la route. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Avec Games Workshop, c'est devenu leur business model, c'est de gérer un déséquilibre permanent sur leur jeu pour soutenir un développement commercial. Et je comprends que ça corresponde à une partie de la clientèle, entre guillemets, mais moi, ça me fait chier, mais très fort. Voilà, je vais rester poli, je trouve ça vraiment dommage. Mais Necromunda, on va continuer d'y jouer, et puis c'est pareil, quoi. J'ai un codex pour les Goliaths qui booste un peu mon gang. Mais est-ce que je vais aller affronter des mecs qui n'ont pas leur codex? Je veux dire, c'est aussi ça un peu la problématique. Donc on attend un peu de voir ce qui va se passer. En tout cas, ils sont en train de sortir des trucs de dingue et il va y avoir le jeu vidéo en plus dans 15 jours. Donc Necromunda, on va en revoir bien évidemment. Star Wars X-Wing, on a joué aussi un petit peu à Star Wars X-Wing. C'est pas mon jeu préféré. C'est pas mal. C'est un bon petit jeu, mais on va laisser passer la mobilette. C'est un bon petit jeu, mais c'est pas mon jeu préféré. On a joué aussi à The Others, le petit jeu de plateau avec figurines. Ça, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est des formats assez agréables pour jouer autour du bar des dingues. En tout cas, c'est un truc qui est cool. C'est un jeu qui est rapide, qui permet de faire entrer des gens aussi dans le jeu de figurines. On a eu Julie et Alexia qui sont venus jouer avec nous à The Others. C'était
C'était une bonne petite série, on en fera d'ailleurs peut-être quelques parties. Blackstone Fortress, donc notre espèce de Warhammer Quest futuristique. Pas mal aussi. Le matos est extraordinaire, les règles sont pas mal. C'est un bon petit jeu aussi d'appoint. C'est un bon petit jeu d'appoint, Blackstone Fortress, on verra. Je pense qu'on va en refaire aussi sur les dingues de jeu, mais je suis plutôt agréablement surpris par ce jeu et le suivi qu'en a fait Games pour l'instant. Avec des règles extrêmement simples qui ne justifient pas des errata, des FAQ et des nouveaux codex tous les 15 jours. Donc ça c'est plutôt cool. Quand je critique Games Workshop, attention, hein, moi j'aime beaucoup ce qu'ils font, c'est juste que la dynamique autour de ces sorties est un peu, je dirais, parfois paralysante. Moi aujourd'hui, Warhammer 40 000, c'est un sujet qui m'intéresse, mais j'arrive pas quoi, parce qu'il y a tellement de trucs qui sortent que tu sais pas avec quel bouquin jouer, quel support. Je sais qu'on pourrait y jouer de façon détendue, mais j'ai du mal. Donc excusez-moi pour cette petite aparté, mais voilà un petit peu sur Games Workshop. On a joué aussi à Dust, très belle surprise. Quand je dis surprise, c'est que c'est un jeu qui existe quand même depuis une dizaine d'années, hein, et que j'avais jamais eu l'occasion de tester. Donc là, moi j'ai passé beaucoup de temps cet été à peindre du Dust, et c'est quelque chose qu'on va voir sur les dingues de jeu. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est que Dust, finalement, c'est Marcel qui nous a proposé de mettre ça en avant sur les dingues de jeu. Et je trouve ça très cool, parce que il est un peu plus expert que moi, bien évidemment, parce qu'il connaît ce jeu. Mais je pense que c'est un truc qu'on va aussi essayer de développer sur l'année qui vient, c'est ce rôle un peu de leader sur un jeu. Un peu comme Boine mais sur Eden, qui connaît les profils, qui connaît les règles, qui connaît les missions, etc. Et qui viennent nous faire jouer finalement sur les dingues de jeu, qui fait partie de l'équipe et qui se spécialise sur un jeu. Je pense qu'avec Marcel, on va faire la même chose sur Dust. Donc des gens qui sont en lead, qui sont managers, entre guillemets, comme on dirait chez McDo, qui sont managers d'un jeu, qui gèrent les règles, peut-être demain une campagne, etc. Mais nous, on a besoin de ce type de soutien-là. Je trouve ça génial parce que effectivement, on a du mal à appréhender toutes les règles de tous les jeux et puis à créer du contenu intéressant par le biais de campagnes, etc. On nous a dit, est-ce que vous ferez des campagnes narratives sur Game of Thrones? Ouais, pourquoi pas, mais si l'un d'entre vous veut rejoindre l'équipe pour être le lead, justement, en lead sur Game of Thrones, c'est le type de support qu'on aimerait bien avoir. Venez jouer avec nous et essayer de nous aider à structurer aussi bien la partie règles que la partie narrative de nos jeux. Donc Dust, on va y jouer parce que c'est un très bon jeu. J'ai peint je pense déjà une centaine de figurines alors que j'ai pas fait ma première partie. C'est un peu comme ça, je suis un peu monomaniaque moi. Quand je me mets sur un truc, mais en tout cas on va jouer à Dust 1947, très bon jeu. Moi je trouve que c'est un format qui est extrêmement plaisant. Activation alternée, pas de prise de tête, tout est sur les petites cartes, etc. Donc c'est le type de format en tout cas qui nous convient bien sur les dingues de jeu. Donc on va jouer à Dust. Confrontation et AT43, c'est pareil. On y a joué cette année, on a pris énormément de plaisir à ressortir des vieilleries qui n'en sont pas, parce que on se rend compte que le matos reste toujours au niveau. Confrontation à la T43, vraiment Rackham était en avance sur son temps à l'époque, et on voit que même sur des standards actuels, le matos en figurine est toujours très très bon. Il y a des choses qui ont un peu mal vieilli, mais je dirais que la grosse partie de confrontation reste très moderne. À T43, le matos est top, et on s'aperçoit que même au niveau des règles, ça reste très moderne. Ils étaient en avance aussi sur les règles. Il y a quelques améliorations apportées bien évidemment, mais on était déjà sur de l'activation alternée, on était déjà sur des systèmes de cartes avec les références, donc beaucoup de plaisir sur AT43 et confrontation, et on aimerait continuer à vous proposer du contenu. On sait que ça ne touche pas forcément énormément de gens, hein. Sur AT43 et confrontation, on doit faire 1000 vues à peu près. Mais c'est sans doute 1000 vues qui faisaient plaisir en tout cas aux gens
qui ont pratiqué ces jeux-là dans le passé, qui n'avaient jamais vu de contenu sur YouTube. Donc on va continuer à en faire parce que nous déjà ça nous fait plaisir. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut avant tout qu'on se fasse plaisir pour pouvoir se motiver à continuer de proposer du contenu. Donc on va continuer de jouer à T43 à confrontation. Ce serait pas mal aussi qu'on trouve des leaders sur ces jeux-là. Si vous êtes sur la région parisienne et que vous voulez passer en leader sur ces jeux-là, faites-nous signe dans les commentaires, on sera content de vous avoir pour jouer avec nous et continuer à parler de ces super jeux. Donc voilà un peu sur les jeux. Il y a Mo et Victor qui ont fait aussi un peu de contenu sur 40 000. Et c'est un retour qu'on a souvent eu, on aimerait vous voir plus jouer à Warhammer 40 000. Moi j'aime bien Warhammer 40 000, je parlais un peu des problèmes que j'avais avec Games Workshop, mais c'est des problèmes mineurs, c'est pas très grave. Moi 40 000 j'ai commencé à y jouer en 1987 avec Rogue Trader, et c'est un jeu qui est cher. Qui est important pour moi, et l'univers est juste extraordinaire, mais c'est un format qui n'est pas forcément adapté à notre pratique du hobby. Donc vous l'avez vu, hein, en semaine je joue le soir, et là on est plutôt sur du format escarmouche, parce que je suis désolé, mais un format Warhammer 40 000, si tu veux jouer le soir en semaine avec un boulot et une vie un peu occupée à côté, c'est très compliqué, surtout si tu veux créer du contenu. Hein. Quand on fait une vidéo sur une partie de Wargame, tu peux multiplier le temps d'une partie normale par 2. Voilà. Entre la mise en place du setup, qui n'est pas un setup permanent chez nous, l'introduction, la conclusion, les explications et filmer la partie, tu multiplies facilement par 2 le temps d'une partie normale. Donc une partie de Warhammer 40 000 en semaine, pour nous, c'est pas envisageable. Ou alors il faudra poser la RTT pour pouvoir faire une nuit blanche, mais nous c'est pas du tout comme ça qu'on veut pratiquer le hobby. Donc on est plutôt sur des escarmouches le soir en semaine. Et le week-end, je suis ici avec les enfants ou avec des copains aussi sur Angers, mais Warhammer 40 000 n'est pas un format non plus auquel on a envie de jouer. Si je sais que moi, mes fils, faire de l'escarmouche, ça va. Se retrouver 2 heures autour d'un jeu, ça va. Se retrouver 4-5 heures autour d'une partie, c'est vraiment pas du tout ça fait vraiment pas du tout partie des trucs qu'ils aiment faire. Un peu trop compliqué, donc on verra. On va peut-être faire du Warhammer 40 000 cette année, mais peut-être plus sur l'aspect narratif, peut-être plus... apparemment, il y a des nouveaux formats qui vont sortir sur Warhammer 40 000. En tout cas, si on crée du contenu sur Warhammer 40 000, ce ne sera pas du tout ce que vous avez l'habitude de voir sur YouTube, qui est plutôt du contenu compétitif. Nous, c'est pas la façon dont on pratique le hobby. C'est pas une critique, hein, c'est pas du tout une critique, c'est que moi je suis pas un profil compétitif et j'ai pas le jargon compétitif, j'ai pas la rapidité de cerveau du compétitif. Et un des problèmes que j'ai aussi avec Warhammer 40 000, c'est qu'à chaque fois que j'ai joué à Warhammer 40 000, j'ai eu des très grosses phases, hein, au tout début, donc les premières années. J'ai eu des grosses phases aussi en 6 et en 7. Mais à chaque fois que j'ai eu des phases Warhammer 40 000, c'était des phases mono-jeu. C'est-à-dire que Warhammer 40 000, si tu veux t'impliquer sur ce jeu-là, tu es obligé d'avoir une implication importante en termes de temps et en termes d'argent. C'est-à-dire que voilà, tes armées, il va falloir que tu les achètes et que tu les payes. Mais en plus, il va falloir que tu investisses un temps important, et c'est devenu encore plus vrai maintenant, sur de la lecture de règles, de FAQ, de codex, etc. Et ce qui fait que souvent, les gens qui jouent à Warhammer 40 000 ne jouent qu'à ça. Et moi, c'est un truc qui me gêne. Je n'ai pas envie de jouer qu'à Warhammer 40 000 parce qu'en plus, je ne trouve pas que ce soit le système de jeu le plus excitant aujourd'hui. Je pense que Games Workshop fait de loin le meilleur matériel aujourd'hui en termes de figurines. Je pense que le fluff, les univers développés par Games Workshop sont parmi les meilleurs. Même si parfois ils n'hésitent pas à les violer pour soutenir un développement commercial. Je pense notamment en V8 avec le fluff sur les Space Marines, comment ils s'appellent les gros là? Les Primaris. Je sais pas si vous avez mobilette. Je sais pas si vous avez lu le fluff
au moment de la V8 le fluff pour annoncer la sortie des Primaris, mais moi je me suis vraiment dit mais comment est-ce qu'ils peuvent nous faire ça? Putain, quand tu bouffes du fluff de Warhammer 40 000 depuis 30 ans et que tu vis ce genre d'aberration, tu te dis mais merde, ils sont vraiment prêts à nous vendre n'importe quoi. Donc moi ça a été un peu aussi une des raisons pour laquelle je ne suis pas passé en V8, c'est un peu con, mais un des gros projets sur lesquels j'ai bossé en V6 et 7, ça a été sur la création. Je vous ferai faire un tour après de la salle de jeu, mais j'ai fait une grosse armée de Dark Angel. J'ai fait la première, comment ça s'appelle? Putain, je me rappelle même plus. J'ai fait tout un chapitre avec le premier, la deuxième et la troisième. Voilà, c'est sorti de ma tête, mais les factions, quoi, la Deathwing, les Terminators, etc. Donc quand tu as passé 3 ans là-dessus et qu'on t'explique que tes Marines se sont devenus des mini-Marines et que grâce à la sauce inventée par Maïté, maintenant il y a des Space Marines à la sauce Primaris, j'ai eu beaucoup de mal. Voilà. Il y a des moments dans ma relation avec Warhammer 40 000 qui sont un peu des chocs comme ça. Ça a toujours existé en plus avec Games Workshop. Pour vous raconter la petite histoire, ma première armée de Warhammer 40 000, ça a été des squats, donc les nains de l'espace. J'ai toujours eu du flair pour les trucs qui avaient un bel avenir. Et donc entre la V2 et la V3, je crois, les squats ont disparu. Donc la V3 sort, on se retrouve avec tous les potes pour jouer autour de la table, on ouvre les boîtes, etc. Tout le monde est là en train de regarder les règles, et là, les squats ont disparu. Et à l'époque, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas d'explication officielle de Games Workshop pourquoi mon armée n'existait plus, mais ça a été vécu comme un drame à l'époque. Moi, à l'époque, j'étais ado ou jeune adulte quand je commençais à collectionner, et je n'avais qu'une armée qui était des squats. Donc Games Workshop m'a dit tout d'un coup, alors que tous mes potes passaient en V3 et commençaient à jouer, ils m'ont dit non, toi tu sors ou tu achètes une nouvelle armée. Et c'est ce qui s'est passé. Au bout d'un moment, j'ai avalé ma pastille et j'ai commencé à faire des gardes impériaux, des Space Marines, etc. Mais c'est vrai que de temps en temps, Games Workshop n'hésite pas à violer ses consommateurs. Donc il y a toujours dans cette relation je t'aime, je t'aime pas, qui est toujours là. Donc il y a des phases avec et des phases sans, mais toutes mes phases 40K ont été des phases monomaniaques. C'est aussi ma relation peut-être avec les jeux qui fait ça. Mais quand j'ai joué à 40K, je n'ai joué qu'à ça. Donc on verra comment on intègre peut-être du 40K dans l'avenir sur les dingues de jeu. C'est pas forcément une priorité. Je sais qu'après ça pourrait ramener aussi plus d'abonnés et plus de vues, mais c'est pas notre motivation première sur la chaîne. Donc on verra ce qu'on va faire l'année prochaine, mais voilà un peu sur le récap des jeux auxquels on a joué cette année, des jeux qu'on aime et des jeux qu'on va faire sur l'année qui vient. Mais en tout cas, voilà, on va essayer aussi de se concentrer sur des jeux qu'on a. Et bien voilà les amis, sur ce que je pouvais vous dire de ces 4 premières années des dingues de jeu. On va attaquer la 5e avec grand plaisir. On va faire évoluer les choses. Je ne sais pas encore comment, mais on est à votre écoute en fait, parce qu'on n'a sans doute pas encore toutes les réponses. Moi, ce que j'aimerais sur cette 5e année, c'est éviter de reproduire ce qui s'est passé sur cette 4e année avec une production assez faible sur le début du premier semestre, essayer de toujours trouver les équilibres entre prendre du plaisir à jouer et à créer du contenu. Je pense qu'on va essayer aussi de renforcer ce qui nous a reboosté en deuxième partie d'année, c'est-à-dire créer des liens plus forts avec certains de nos abonnés, pas tous, hein, c'est pas le but du jeu non plus, on peut pas parler au quotidien avec 4000 personnes, mais les 40 avec lesquels on échange assez fréquemment, ou ceux qui ont apporté leur contribution au développement des dingues de jeu, en tout cas on veut leur donner la possibilité de s'exprimer davantage et de dialoguer davantage, parce que ça fait aussi partie des motivations quand on gère une petite chaîne YouTube, c'est justement d'avoir un retour, parce que le pouce c'est cool, l'abonnement c'est cool, mais bon, s'il peut y avoir un peu plus, c'est mieux pour nous. Donc voilà un peu l'orientation
de cette année. Je pense qu'il y aura quelques changements, il y a des changements qui sont nécessaires parce que justement pour pouvoir continuer, se foutre un coup de pied au cul de temps en temps et continuer d'améliorer la qualité, la quantité du contenu. Même si, encore une fois, on veut vraiment on veut garder l'ADN des dingues de jeu. On est une chaîne de la communauté, pour la communauté, on ne se prend pas la tête. On n'est pas des professionnels, ce qu'on veut c'est partager notre hobby qu'on aime. Ce sera forcément pas professionnel, un peu brut de décoffrage. L'objectif c'est de partager le hobby et de la bonne humeur. Donc on va continuer sur cette ligne-là et on va continuer de jouer à tous ces jeux dont on vous a parlé. Je vais vous faire aussi une petite visite virtuelle de la salle de jeu ici. Dans une précédente vidéo, je vous avais fait visiter le bar des dingues de jeu. Aujourd'hui, on va visiter la salle de jeu qui est à Angers. On a aussi un atelier au fond de la terrasse, mais celui-là, je ne vous le ferai pas visiter parce que c'est le joyeux bordel et c'est plein de choses dont j'ai honte, des boîtes de figurines entassées depuis des décennies qui attendent d'être peintes. Je pense qu'on est tous un peu pareils, donc quand on en a honte, on ne le montre pas. Mais je vais vous faire visiter ici la salle de jeu. J'ai une petite armoire de la honte, on ne l'ouvrira pas non plus. Mais voilà, une petite visite virtuelle de la salle de jeu ici et du setup qu'on a sur Angers. Mais avant ça, je voudrais remercier les gens qui ont participé aux dingues de jeu cette année, soit en étant présents sur les vidéos, soit en filant un coup de main, soit en lidant des jeux, soit en faisant de la peinture avec nous. Donc je vais remercier une des premières vidéos qu'on a fait il y a un an, c'était avec Arnaud de Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une des super rencontres qu'on a fait via les dingues de jeu. Donc Arnaud qui est un de nos abonnés qui vit le hobby aussi par procuration, par YouTube. Arnaud qui est en Nouvelle-Calédonie et qui était venu l'année dernière jouer avec nous sur Paris, c'était très cool. Donc bisous à toi Arnaud, on va remercier Romain également, mes fils bien évidemment Néo et Angèle, Momo et Mo de les amis de la première heure, Mo et Momo qui participent aussi à de la production de vidéos de temps en temps, Momo qui s'est mis au montage cette année, qui nous fait des très belles choses, merci à toi Momo. On va remercier Boine également pour les vidéos sur Eden qu'on va retrouver très rapidement. On va remercier Popitz aussi que vous voyez de temps en temps sur des vidéos justement qui se déroulent à Angers. Mais on passe aussi des après-midi entières avec Popitz à faire de la peinture. Donc Popitz c'est un de mes partenaires de peinture et sans lui il y a beaucoup de choses que vous voyez sur les vidéos des dingues de jeu qui ne seraient pas aussi bien peintes parce que autant je suis un peintre efficace, autant c'est pas toujours du master level alors que la peinture de Popitz c'est de toute beauté. Donc merci à toi Popitz. On va remercier également Mickaël, Shrek, Maxence, Léo, Julie et Alexia, Victor, Marcel, Quentin et Soukata. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne sur les gens qui sont passés sur les dingues de jeu cette année. On va remercier aussi certains de nos abonnés qui nous ont rejoints justement sur la campagne AT43 en nous envoyant un peu de matos. C'était vraiment très très cool. Donc il y a eu David de Belgique avec son armée Oni. On va remercier aussi Philippe. Philippe, c'est notre boulanger normand préféré, un acharné du hobby aussi qui nous a envoyé des figurines pour AT43 et un peu de Dust. On va remercier Clément aussi qui nous a fait une petite boîte avec quelques cogs dedans, très sympa. Merci à toi pour ta contribution. Et Thierry qui a une boutique, je crois, à Toulon, qui est un des abonnés des dingues de jeu et qui nous a fait quelques cadeaux aussi qu'on va voir dans une prochaine vidéo. Il y a du Cogs, il y a du Dust, donc tout ça dans les prochaines vidéos, mais on vous remercie aussi. C'était une grande nouveauté pour nous cette année d'avoir ce type d'interaction avec des abonnés et ça fait plaisir parce que ça permet aussi d'entamer le dialogue avec des gens qu'on n'avait pas forcément eu en contact et qui sont tout d'un coup, qui se manifestent en disant ouais, nous on a envie d'apporter notre contribution aux dingues des jeux. Et voilà, c'est cadeau. Donc ça, c'est vraiment très cool, ça nous a fait plaisir, on vous remercie. Donc voilà les amis pour ces 4 années de dingue de jeu. On espère que ça vous plaît. On va continuer de le faire pour vous, pour les 4000 abonnés, pour les autres aussi, pour les voyeurs qui passent de temps en temps sur les dingues de jeu, même s'ils ne sont pas abonnés. Pour ceux qui mettent des pouces vers le haut ou pour ceux qui mettent des pouces vers le bas, ça n'a pas d'importance.
On va continuer de faire tout ça dans la joie et la bonne humeur. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires dans les commentaires si vous voulez voir des choses sur les dingues de jeu. Si vous avez des idées sur les choses qu'on pourrait faire pour atteindre les objectifs dont on parlait tout à l'heure. Et puis voilà, toutes les idées sont les bienvenues, tous les commentaires sont cool aussi, ça nous fait plaisir. C'est ce qui nous pousse à continuer. Donc on vous dit merci les amis. On se retrouve bientôt pour commencer cette 5e année. C'est la rentrée des dingues de jeu et je vous emmène tout de suite faire un petit tour de la salle de jeu. Bim! Alors nous voilà dans la salle de jeu des dingues. Donc vous voyez ici la table principale. En fait, c'est une table qui est assez haute. En dessous, on stocke tous les éléments de décor. Vous verrez que j'ai créé des nouveaux stockages parce qu'on a énormément de décors. Ici, j'ai créé un niveau intermédiaire pour mettre tout le matériel de jeu, les codex, les règles, pour éviter que ça traîne sur la table. Pour quand on joue, on est sur tout le matos, les figurines. Ici, la piste de défond vert, innovation dingue de jeu. Donc on voit sur certaines vidéos qu'on produit ici à Angers. Donc je vous parlais de l'éclairage. Ici on a l'éclairage au plafond. On a rajouté ici des boîtes à lumière sur les angles. Et on a ici un éclairage principal qui est assez cool. C'est du très bon matos. Vous voyez ici on a la possibilité de régler le débit lumineux. Donc ça c'est du très bon matos qu'on a acheté cette année pour avoir un éclairage au top dans la salle de jeu des dingues. Alors ici, cette année, j'ai fabriqué ça aussi parce qu'on a de plus en plus de décors. Je suis assez productif dans la catégorie décors. Donc là, on a des bacs ici pour ranger tous les décors par thème. On a du Star Wars Légion, Necromunda, un peu de tout. Ici, on stocke depuis une trentaine d'années des bouquins. Donc ici, vous voyez, c'est les bouquins de Necromunda. J'ai ressorti aussi récemment, ça c'est Ragnarok, des bouquins magnifiques de Rackham de l'époque. Je les ai ressortis quand on a refait nos vidéos sur confrontation. Ici c'est du Donjon et Dragon, mon premier amour. Alors c'est pas la première édition celle-ci, mais elle est dans les cartons. Encore du Donjon et Dragon, encore du Donjon et Dragon. On continue surtout de collectionner, on joue plus forcément à des jeux de rôle, mais je continue d'acheter moi les bouquins comme un con, parce que c'est comme ça, on est addict. Ici j'ai une première vitrine, alors il y a souvent des mouvements là-dedans, en ce moment j'ai c'est mes vieilles figurines en métal de confrontation, il y a aussi des chroniques de la lune noire, un peu de Dracarys, j'ai fait du mouvement, il y a aussi quelques vieilles figurines de sœurs de bataille, des gardes de Katachan, c'est un peu le bordel là. Ici j'ai notre petite vitrine d'appoint dans laquelle on met du Eden, on met aussi du Necromunda dans celle-ci, c'est pour les jeux d'escarmouche. En face il y a du un peu plus lourd, là. Tout ça c'est Warhammer 40 000, il y a encore du décor là-haut et puis quelques vieilleries, regardez, quelques antiquités, des vieux Land Raider des années 80. Ici, je vous en parlais tout à l'heure, c'est mon armée de Dark Angel. Donc ici, vous avez les escouades de QG, les Dreadnought, il y en a 4. Il y a quelque chose comme 70 Terminator. Ils sont tous là. Tous les personnages spéciaux, toutes les escouades spéciales. Ici, on a la deuxième compagnie. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est compagnie. Donc ici, la première compagnie. Ici, la deuxième compagnie avec toutes les motos, tous les volants. Et ici, on a de la troisième compagnie ici et là. Donc tout ça, c'est mes Dark Angel qu'on n'a jamais vu sur les dingues de jeu. Ils prennent la poussière surtout, mais ça prend très bien la poussière. Ici, c'est mon armée de cornes. J'aime beaucoup cornes. Le pauvre démon majeur qui d'après ce que j'ai compris, se fait défoncer dès qu'il sort. Maintenant, au niveau des règles, la première édition, c'était une autre histoire. Ils étaient immunisés à toutes les armes classiques, donc bolter, canon laser, ça ne les touchait pas. On ne pouvait les blesser qu'avec des armes psy à la première édition. D'ailleurs, en parlant de première édition, j'ai un vieux buveur de sang là-bas aussi. Donc ça, c'est mon armée de cornes. En dessous, on a l'armée de Nurgle. Voilà. Il y a du monde aussi. Une collection faite au cours des années. Ici, c'est une de mes dernières réalisations en termes de peinture. C'est une armée de l'Adeptus Mechanicus. Voilà,
assez complète avec quelques pièces de Forge World aussi, la Termite et quelques Knights. Là-bas, j'ai une maisonnée de chevaliers impériaux avec, là, il n'y en a que 2, mais j'en ai 5 au total. Il y a un roi et toute sa maisonnée. Ici, c'est le bordel. Il y a de l'orque en cours de réparation. Il y a un titan. Donc ça, c'est pour l'étagère ici. J'ai une autre étagère en face que j'ai montée cette année pour redonner un peu de place à toutes les figurines qui étaient dans des placards cette année. Pendant le confinement, je me suis dit, ah, ça faisait partie des petits regrets. C'était toutes ces armées qui étaient dans des cartons parce que c'est des jeux auxquels on joue plus forcément en ce moment. Donc je me suis dit, il faut que je les ressorte et qu'il faut que je leur redonne une place. Donc j'ai monté cette étagère pour mettre du AT-43. Là où il y a tous les véhicules, il y a Star Wars Légion. Ici, vous reconnaissez aussi peut-être ces Dracarys. C'est tous les élémentaires en plusieurs exemplaires, bien évidemment. L'armée humaine et Minotaur. Les orques, ils sont tous là. Il y a du nain aussi au fond là-bas. Il y a mes Alvaren, donc les elfes qui sont derrière les élémentaires. Ici, on va retrouver Confrontation avec l'armée Wolfen. J'ai fait des plateaux en fait pour que ce soit plus simple et pour éviter d'aller chercher sur des étagères à chaque fois les figurines une par une. On a un système de plateau maintenant qui permet comme ça de sortir toute une armée. Donc ici les Wolfen, les morts-vivants, les lions d'Alan, tout ça c'est les figurines plastiques. En dessous du Red Block AT-43, Red Block encore, les Oni, merci David, l'UNA, un peu de mélange. Ici c'est les Terriens. Ici, c'est les Cogs avec un peu de bricolage aussi en cours. On va bientôt avoir de quoi faire une vidéo. Ici, encore de l'INA. Les Carmans. Ici, c'est des figurines pour Conan. Et après, voilà, je suis en train de charger au fur et à mesure. Il y a aussi des figurines en cours de peinture, même si en général, elles sont à l'atelier. Voilà, des véhicules de Wargame exclusif. Je crois que je dois peindre depuis 2 ans pour essayer de faire du Gazland à échelle Necromunda. Toujours plus de décors, des boîtes de jeux dans tous les sens là-haut. Et ici, je dirais que je ne stocke que les armées les plus récentes. Hein. Malheureusement, il y en a encore dans des cartons dans mon atelier. Il y a des tonnes d'armées de 40 000 notamment qui sont encore dans des cartons. Donc voilà un peu les étagères. Ici, c'est une petite desserte qu'on utilise pour, quand on joue, on a besoin d'un endroit aussi pour poser des affaires, c'est là. Et aussi les jeux en préparation. Une des prochaines vidéos sera dédiée à Dead Zone. On va vous faire une vidéo sur Dead Zone. Ici, on a encore pas mal de bouquins. Alors, moi, j'ai un problème, quoi. Je ne sais pas si c'est un problème, mais je ne jette rien. Donc, ça veut dire que j'ai plus de 30 ans de livres, de règles, de codex, voilà, surtout sur Warhammer 40 000, j'ai tout. Et ici, j'ai tiens, regarde, ici, c'est la 9e édition qui vient de sortir, qui est à côté, là, il y a plus de 30 ans d'histoire, à côté de la première édition. Donc ça, c'est le fameux Rogue Trader, qui a pas mal morflé. Hein. Celui-là, ça fait 30 ans qu'il me suit, et j'y jette un coup d'œil de temps en temps. À côté, quelques reliques, ça c'était les compendiums, c'était les premiers compléments. Voilà, c'est là que la vague des chapter approved, de errata, codex a commencé, c'était les premiers suppléments. Ici, ça fait partie de mes livres préférés dans la gamme Games Workshop. C'était fin des années 80, je crois. Realm of Chaos, Slaves to Darkness et The Lost and the Damned. Donc ça, c'était des bouquins qui étaient des suppléments dédiés aux armées démoniaques. Et c'est dans cela, justement, il y avait les règles où les démons étaient immunisés à toutes les armes standards. Donc on pouvait les blesser qu'avec des armes psy. Bonne chance. Voilà. 40K Apocalypse. On a joué aussi un peu Apocalypse. Donc ici, c'est le placard. Le placard de la honte, vous voyez comme ça de l'extérieur, on ne voit pas, c'est un placard, il restera fermé, je suis désolé. Ici, on a encore des boîtes et des tiroirs dans tous les sens avec des petites cachettes comme ça. Et là-dedans aussi, c'est tout plein de vieilleries. Tous les White Dwarf, tout ça, ça fait plus de 30 ans que j'achète et que je ne jette pas. Donc voilà, très bon exemple d'un White Dwarf. Ça doit être la fin des années 80. White Dwarf 111.
un spécial squat, mon armée préférée, qui a disparu. Elle est dans les cartons en bas en attendant sa vengeance. Du Conan, un T43. Donc voilà un peu pour ce tour rapide. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, la desserte, voilà, avec des petits rangements aussi. Donc on s'organise pour stocker tout notre bazar et pour optimiser un peu le jeu ici. C'est une pièce qui est dédiée 100% au jeu et c'est notre salle de jeu. Voilà pour la salle de jeu d'Angers les amis. On espère que vous avez aimé ce tour et on se retrouve bientôt ici pour une nouvelle vidéo des dingues de jeu. Bisous bisous.